Et est-ce que les aspirations des dirigeants peuvent faire en sorte d'être finalement le seul, comment dire, le fait qu'eux-mêmes aient intérêt à ce que l'entreprise se développe, je ne sais pas, par exemple pour la rémunération, tout simplement pour le prestige, est-ce que ça peut motiver une fusion-acquisition? À quel niveau? Au niveau Au niveau des plus grandes entreprises? des plus grandes Oui. entreprises? Oh, vous savez, en général, le chef d'entreprise ou le dirigeant d'entreprise de la Société Générale, par exemple, c'est pas son affaire à lui. Il est le PDG parce que le conseil d'administration a décidé que c'était lui le PDG. Mais il doit peut-être avoir peut-être 1% du capital, quoi. C'est pas avec ça que vous pouvez. Ou même pour le prestige, Ou même pour le prestige. Oui, pour les grandes sociétés, oui, mais, ouais. mais pas dans les PME. Pas dans les PME, PMI, non. Ils sont trop terre à terre, et donc c'est leur entreprise, ils vivent leur entreprise, Oui. et ils sont fiers de l'avoir créée en général, et ils veulent au contraire la développer, hein, et pour assurer peut-être Une continuité. une continuité et vis-à-vis de leur personnel aussi. Alors, plus dans la pratique, est-ce qu'on peut nous expliquer globalement les modalités en fait d'une fusion-acquisition? Comment ça se passe, comment ça se déroule dans les faits? Les étapes Vous savez, vous parlez de la fusion-acquisition. C'est un grand mot. Oui, C'est un bien grand mot, la fusion-acquisition. Bon, vous avez une entreprise qui est repreneur, hein, et qui est intéressée par l'achat d'un de ses concurrents ou d'une activité, comme vous a dit Jacques tout à l'heure, une activité qui peut lui être complémentaire et qui peut amener une source de développement et de profit, etc. Bon. À partir de là, soit le repreneur et le cédant rentrent en conversation, en discussion et se mettent d'accord. Et là, il ne peut pas y avoir d'OPA, hein, puisque le cédant, ce n'est pas une société cotée en bourse, c'est une SA ou une SARL. Donc il faut absolument qu'il y ait un accord entre le repreneur et le cédant, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau du cédant. Bien souvent, c'est quelqu'un qui a 57, 58 ans, 59 ans, qui n'a pas de succession derrière lui, qui est très attaché, parce que dans ces petites PME, moyennes PME, les chefs d'entreprise sont très attachés à leur personnel. Ils veulent assurer une continuité à leur personnel, etc. Bon. Et à ce moment-là, il y a une conversation. Bon, elle va où? Elle va dans un premier temps au niveau des experts comptables qui vont discuter sur le bilan et sur la valeur réelle de la société. Bon. Ensuite, il va y avoir, ils vont s'adresser à un avocat d'affaires spécialisé qui va faire, parce que les experts comptables n'ont pas le droit de faire les actes de cession d'entreprise. Ils vont s'adresser à un avocat spécialisé qui va faire, qui va bâtir les protocoles d'accord, les accords définitifs, etc., pour la reprise des actions au départ. Si c'est une SA, c'est les actions; si c'est une SARL, c'est les parts. On a dû vous la prendre à la unité. Bon. Eh bien, il va y avoir une opération de transmission de parts. Et la fusion, ben là, voilà, elle est faite. Ce sujet, voilà. Le CRA a édité un livre justement pour aider nos cédants, hein, pour transmettre leur entreprise. Hein, donc avec tous les points, avec toutes les expériences d'autres cédants, hein, et c'est un guide aussi important pour eux pour préparer leur entreprise. Et pour les repreneurs, c'est la même chose, hein, de s'appuyer sur ce livre, hein, pour pouvoir savoir quelles sont les différentes étapes, hein, pour malgré tout ça, il y a un point qui est très important, c'est le feeling qu'il doit y avoir entre celui qui va reprendre et le cédant. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment très important, parce que c'est pas souvent une question de prix, même si le prix compte, souvent c'est ce que le repreneur, le projet qui va développer sur l'entreprise, qui va plaire aux cédants, et puis l'accroche qu'ils vont avoir entre eux, parce qu'en général, il y a toujours une période d'accompagnement qui se situe entre 3 mois et 1 an, voire plus en fonction des modalités entre eux. Et donc il faut bien s'entendre psychologiquement, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre eux. Alors justement, on a parlé d'argent, on a parlé des frais en fait qui peuvent empêcher peut-être une reprise d'entreprise. Quels sont les freins qui peuvent soit empêcher qu'une fusion-acquisition ou une reprise d'entreprise se fasse, réalise, ou les freins qui peuvent faire que ça échoue finalement, que
ensuite, qu'une fois l'opération réalisée, mais il se trouve que ça marche pas, ou enfin, peut-être déjà notamment à la culture d'entreprise ou à d'autres éléments de ce type qui peuvent faire que... Déjà le frein, le premier frein, c'est quand même l'aspect financier, l'aspect prêt. Il faut que le repreneur il obtienne ses prêts bancaires pour pouvoir acquérir cette entreprise. Donc s'il n'a pas l'apport financier suffisant, ou si son dossier il est mal ficelé, si son business plan n'est pas suffisamment intéressant, les banques ne prêteront pas d'argent. Donc ça c'est une condition qui ferait que déjà l'affaire, on n'ira pas jusqu'au bout de cette affaire-là. Après, je pense qu'aujourd'hui que nous accompagnons, nous choisissons nos cédants, nous choisissons nos repreneurs, on a très très peu d'échecs quand la reprise est faite. En général, ça se passe vraiment très très bien. Déjà sur le plan psychologique, parce qu'on y fait très attention. Donc ils ont eu leur financement. Le développement, ils ont pu étudier le développement de l'affaire. Et quand ça se passe bien, l'accompagnement est réussi avec le cédant. En général, c'est un appui important qui leur permet de s'envoler. Et est-ce que cette réussite, on peut la généraliser aux grandes entreprises? Parce que j'avais cru lire et entendre que c'est plus 80%, je me trompe peut-être, mais que beaucoup lorsqu'une fusion-acquisition avait lieu entre deux grandes entreprises, il y avait quand même beaucoup plus de risques et ça échoue beaucoup plus facilement. Et alors au niveau des grandes entreprises, ces risques-là, quels sont-ils et comment les surpasser, comment faire pour les entreprises? Dans les grands groupes, bien souvent la stratégie est totalement différente. C'est une stratégie politique, c'est une stratégie de regroupement, on dit rien, on achète, et puis dans les 6 ou 8 mois, vous avez l'exemple de Mittal en ce moment, avec, voilà, bon, on dit rien, et puis dans les 6 ou 8 mois, ou l'année qui suit, on dit, ah, attends, telle usine, elle vaut rien, donc on la ferme, on la supprime, etc. Si vous voulez, la stratégie de fusion-absorption dans ces grands groupes, que je dirais internationaux, parce que maintenant c'est des groupes internationaux. Plus systématiquement relationnel en fait. Absolument. Oui, et puis c'est vraiment politique. Et puis c'est politique. Et des fois on reprend pour refermer derrière, parce que c'est aussi une stratégie. Donc ça c'est propre à des grands groupes, mais dans les PME, PMI ça n'existe pas. Non. Franchement. Bah oui, parce que